Pour lutter contre le chômage, le Premier ministre propose la formule des contrats de solidarité. Edmond Maire trouve que le gouvernement ne va pas assez vite. Pierre Mauroy se veut apaisant, mais pas Georges Séguy. Dissension à la CGT, 2 communistes quittent le bureau confédéral. La guerre contre le chômage, à nouveau à la une de ce journal. Vous savez que le Premier ministre se veut chef de guerre dans cette bataille. Il a installé ce matin à l'hôtel Matignon la mission nationale de lutte pour l'emploi, dirigée par Jean Saint-Jour. Le gouvernement veut un renversement de tendance en 2 ans et souhaite la création de 4 à 500 000 emplois par an si tout le pays se mobilise, a dit Pierre Mauroy. Et pour ce faire, il faut passer par les nationalisations, on en a déjà parlé, le partage du temps de travail, mais aussi par ce que Pierre Mauroy appelle des contrats de solidarité avec les entreprises. Lorsqu'une entreprise décidera une réduction de la durée du travail revêtant une ampleur exceptionnelle, c'est-à-dire allant bien au-delà des dispositions des accords de branche, et conduisant à une durée effective qui ne devrait excéder 36 heures au 1er septembre 1983, elle pourra bénéficier, dans le cadre d'un contrat de solidarité, d'une exonération de charges sociales, pouvant aller jusqu'à 75 et même 100% la première année, et 25% ou 50% la seconde année, pour toutes les créations nettes d'emplois résultant de cette réduction. À titre exceptionnel, dans certains bassins d'emploi, les travailleurs qui le souhaiteront pourront partir avant 60 ans, pré-retraite, avec 70% du salaire, à condition, et c'est là une différence de taille avec les pré-retraites instituées sous le précédent gouvernement, que leur employeur s'engage à remplacer nombre pour nombre ces départs par des embauches de jeunes ou de chômeurs dans le cadre d'un contrat de solidarité. Autre formule, une pré-retraite à mi-temps pour les travailleurs âgés qui le souhaiteraient, l'autre mi-temps étant pris par un jeune ou un chômeur. Dernière idée, le chef d'entreprise embauchant durablement des chômeurs, en augmentant ses effectifs, pourrait bénéficier temporairement des allocations chômage correspondantes. Ces formules s'ajoutent à celles qui existent déjà, notamment le plan Avenir Jeune. Leur caractéristique essentielle, l'adaptation aux situations locales concrètes. Objectif global pour l'ensemble de la politique gouvernementale, 3 à 400 000 emplois nouveaux pour 1982. Qui les créera? Sans doute les grandes entreprises. Pour les PME, ce sera peut-être plus difficile. Finalement, si on parvient à réduire les horaires dans une entreprise et par là à embaucher, on va obtenir des avantages financiers. Est-ce que ça vous intéresse? Les avantages financiers proprement dit pourraient m'intéresser, mais réduire les horaires, ça me paraît très difficile, étant donné que les entreprises comme la mienne manquent de beaucoup de place, et augmenter les emplois nécessiterait de la place pour mettre les gens que nous emploierons. Alors les avantages financiers, c'est bien, merci, mais c'est pas suffisant. Il vous faudrait quoi pour pouvoir profiter de ces mesures et faire ce qu'on vous demande? Je vais ressasser ce qui se dit tout le temps. Il faudrait nous permettre de nous développer, de développer nos entreprises, pour pouvoir justement avoir de la place et embaucher, et à partir de ce moment-là faire du profit. Et quand on fait du profit, on peut réduire les horaires et compenser les horaires que l'on réduit. Qu'est-ce qui vous empêche pour le moment de développer vos entreprises? Le taux des crédits. Enfin, j'ai rien inventé là. Et est-ce que vous avez l'impression que ce que vous dites là est valable pour beaucoup de PME ou que c'est simplement spécifique à la vôtre? Je peux dire que c'est valable pour 90% de PME. Vous pensez donc que les mesures proposées par le Premier ministre intéresseront surtout et presque exclusivement les grandes entreprises? Exactement. Je vous rappelle tout à l'heure l'importance que prenaient les nationalisations dans cette stratégie gouvernementale. Eh bien, le Premier ministre a annoncé que le Conseil, hier, l'avait autorisé à engager la responsabilité de son cabinet, le moment venu, pendant le débat en cours à l'Assemblée nationale. Cette menace a été ressentie par l'opposition comme une mise sous surveillance. Dans la majorité, on y voit un moyen de légitime défense. Atmosphère tendue au Palais Bourbon, m'a dit Daniel Brem. Et puis Pierre Mauroy a répondu aux très vives critiques d'Edmond Maire. Je vous en parlais hier soir, le secrétaire général de la CFDT trouve que ça ne va pas assez vite et que souvent même, ça va mal. Il s'en est longuement expliqué à Antenne de Midi. Réponse du Premier ministre, j'ai l'impression qu'Edmond Maire veut marcher plus vite que la musique. Je comprends mal le désaccord d'Edmond Maire sur le rythme et les priorités. Noël Copain.
Bien oui, et Pierre Mauroy, qui aime bien les belles images, développe celle du cortège dans lequel nous sommes tous embarqués, Edmond Maire marchant trop vite devant. Je crois qu'à travers l'irisme et la chaleur de cette image, il y a peut-être aussi la reconnaissance d'un certain nombre de difficultés qui font qu'il y a parfois des fausses notes dans la musique et parfois aussi des faux pas dans le cortège. La première difficulté, eh bien, c'est qu'il y a une marge entre le programme et sa réalisation et que l'on ne peut pas avancer plus vite que les réalités. Il faut rythmer son pas sur les réalités. Pierre Mauroy prend soin de répondre à Edmond Maire qui attaque le gouvernement sur le droit des travailleurs en disant il faut d'abord relancer la production, réduire le chômage et c'est après seulement que l'on pourra vraiment s'occuper de la démocratie dans l'entreprise. Et puis il y a une deuxième difficulté, c'est que l'on ne peut pas plaire à tout le monde à la fois. Oui, alors pour reprendre la métaphore du cortège, il y a ceux qui freinent puis il y a ceux qui avancent. Oui, alors si vous voulez, pour reprendre un terme qui n'est plus beaucoup à la mode, je crois que le gouvernement a à la fois besoin du consensus social ou si vous voulez de l'adhésion des salariés et des ouvriers. C'est d'ailleurs un atout qu'il a sur le gouvernement précédent, mais cet atout il ne peut pas le laisser perdre. Et il a besoin aussi du consensus économique des dirigeants d'entreprise et cette difficulté, cette dualité, on la sent chaque jour devenir un peu plus aiguë. Alors au fond, c'est une péripétie ou une affaire qui vous semble plus grave? Bien, je reprendrai volontiers la formule de Laurence Graffin dans l'antenne de midi. C'est plus un avertissement en fait qu'une attaque et si l'on fait la part de ce qu'il y a de spontané et puis de conjoncturel dans cette colère d'Edmond Maire, je crois quand même que c'est une affaire importante. Revenons à l'action du gouvernement. Cette action du gouvernement n'est pas seulement économique, oui, et politique, mais elle est aussi psychologique. Au fond, Pierre Mauroy entreprend actuellement de convaincre les Français de sa propre conviction. Le chômage peut être vaincu. Alors tout ce qui est critique, tout ce qui est inquiétude, surtout quand cela vient de milieux de gauche qui soutenaient l'action du gouvernement à son départ, tout cela peut casser, si vous voulez, ce climat psychologique. D'ailleurs, Pierre Mauroy, tout en minimisant, tout en relativisant, je crois, prend cette affaire au sérieux. Il n'a pas seulement répondu par la métaphore du cortège, mais il a pris soin aussi ce matin de répondre par un texte écrit, reprenant point par point les critiques d'Edmond Maire. Alors, beaucoup de réactions à ces critiques, tout d'abord celle d'André Bergeron pour Force ouvrière. C'est bien fait, dit-il, la CFDT avait rêvé d'être une sorte de gouvernement bis. Puis finalement, c'est Georges Ségui qui a été beaucoup plus méchant que Pierre Mauroy encore sur Edmond Maire. Propos incohérents et insolites, dit le secrétaire général de la CGT. Nous n'avons pas envie de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Georges Ségui, qui par ailleurs doit faire face à une opposition interne à la CGT, Jean-Louis Moineau et Christiane Gilles, jusqu'alors tous deux secrétaires du bureau confédéral, c'est-à-dire au plus haut niveau, ont démissionné de leur poste. Ils estiment que la CGT a abandonné les principes de son congrès de Grenoble il y a 3 ans, désir d'ouverture, démocratie interne, volonté d'une plus grande autonomie syndicale et puis recherche d'unité d'action. Georges Ségui qui ne semble guère s'émouvoir de ces démissions. Pour tout initié, cette démission était prévisible, n'est-ce pas? Ce sont des divergences exprimées par ces deux camarades de longue date déjà. Dès le lendemain du 40e congrès, ces divergences se sont manifestées dans la CGT. Elles ont fait l'objet de nombreuses discussions dans le cadre du débat démocratique qui se déroule chez nous. Et finalement, au dernier comité confédéral national, l'un et l'autre ayant proposé de faire dans la CGT leur position, le CCN ayant rejeté cette démarche, ils ont décidé de ne plus être membre du bureau confédéral, mais à aucun moment personne n'aura demandé de se démettre de leur fonction. Je souhaite vivement que cette décision, qui ne manquera pas de donner lieu à des spéculations, ne soit pas utilisée avec leur concours contre la CGT, contre sa cohésion. En somme, Christiane Gilles et Jean-Louis Moineau parlent pour eux-mêmes. Ils expriment des opinions, c'est leur droit le plus strict, mais évidemment, ce sont des opinions étroitement minoritaires qui n'ont aucune chance, dans l'état actuel des choses, d'être approuvées dans notre organisation syndicale. Les conflits sociaux, manifestations d'employés de banque cet après-midi à Paris. Ils étaient plusieurs milliers réunis à l'appel de la CGT et de la CFDT, qui jugent la protestation très réussie. Et puis, comme prévu, chez Renault, 2 heures de débrayage aujourd'hui, diversement suivies selon les usines. Plusieurs milliers d'ouvriers de Renault-Billancourt se sont retrouvés ce matin dans les ateliers pour souhaiter l'ouverture de négociations avec la direction. Une direction qui a refusé de recevoir la délégation syndicale. Les syndicats ont estimé que près de 50 000 salariés ont participé au débrayage dans les 12 usines du groupe. Cet après-midi, ils se sont rendus au ministère du Travail demandant au ministre d'intervenir en tant que médiateur et au ministère de l'Industrie afin de favoriser très rapidement une rencontre avec la direction. Nous avons rappelé la nécessité que la direction, dans les conflits locaux, ouvre des négociations sur des bases crédibles, que d'autre part, elle ouvre des négociations au plan général sur les revendications générales, que les mesures de lock-out soient levées
puisque la perte de salaire pour les travailleurs locaux est environ de 200 francs par jour, et que réellement des moyens soient pris pour arriver à la fin des conflits. Et que le ministère, dans ce cadre, fasse pression sur la direction de la régie Renault pour qu'elle ouvre des négociations. Notre dossier du jour, une entreprise inquiète pour son avenir, Vilo, anciennement Boussac. Une étape importante hier pour les 20 000 employés du groupe, le rapport des experts nommé par l'administrateur judiciaire, un diagnostic qui n'est guère optimiste car même si un plan de relance du textile est adopté, disent-ils, on ne pourra pas empêcher une réduction des effectifs. Philippe Plassard nous dit comment on est arrivé là. En 1978, Antoine et Jean-Pierre Villot rachètent Boussac. Le groupe Boussac-Saint-Frère est à cette époque le numéro 1 du textile français. Il n'est pas prévu d'autres vagues de licenciements importantes par la suite, à moins de changements importants dans les conditions économiques ou d'évolutions malencontreuses. Bien plus qu'une évolution malencontreuse, le pire est arrivé. En juillet 1981, c'est le règlement judiciaire. Pendant l'été, les experts ont cherché les raisons de cet échec. Elles sont multiples. Des stocks accumulés, le tissage et la confection complètement négligés, des produits de moins en moins adaptés à la demande. Ce diagnostic sévère a été présenté hier par les experts devant le comité central d'entreprise. Il nous revient à dresser un plan et j'ai l'assurance que les pouvoirs publics feront les efforts nécessaires pour atténuer les conséquences sociales, pour autant qu'on leur présentera un plan qui tienne la route. Et donc, à part des mesures d'application de la gestion courante, les grandes options concernant les problèmes de reconversion sociale seront étudiées avec nos partenaires en vue de trouver toutes les formules, dont peut-être même des nouvelles formules. Et M. Mauroy nous a fait savoir à la fin de la semaine dernière que les applications du type contrat de solidarité pourraient être envisagées. Mais le grand problème de Boussac, c'est la vétusté de l'outil de production. Dans certaines unités, les plus jeunes machines ont 15 ans d'existence. C'est un handicap très lourd face à la concurrence étrangère, car la productivité demeure très basse. Il faudrait donc investir pour moderniser, mais la crainte des syndicats, c'est que les investissements soient synonymes de licenciement. Nous regrettons qu'un préalable aussi important que la baisse d'effectifs soit exprimé comme ça juste avant une concertation. Vous avez été surpris par cette annonce de réduction d'effectifs? Oui, parce qu'on nous avait dit depuis quelques jours que dans les milieux de l'administration provisoire ou même de M. Temkin, que tous les bruits parus dans la presse ces derniers temps étaient il fallait couper les ailes au canard. Bon, maintenant on s'aperçoit, on se demande si il n'enfourche pas le même cheval, quoi. Enfin, il y a là quelque chose qui nous apparaît un peu curieux dans cette procédure. Est-ce que vous êtes prêt à négocier sur ces réductions d'effectifs? Nous, ce qu'on souhaite, c'est une vraie concertation. C'est-à-dire que le problème, qu'on aborde absolument tout ce qui touche BSF sous tous les aspects. Reste l'attitude des pouvoirs publics. Le ministère de l'Industrie a fait savoir qu'il était décidé à favoriser une solution industrielle ou commerciale. Un véritable plan de relance sera présenté d'ici à la fin de l'année. Et cela en concertation avec le personnel du groupe, les cadres et les professionnels du textile. C'est demain que le taux d'intérêt des livrets A de caisse d'épargne et du crédit mutuel passe de 7,5 à 8,5% net d'impôt. Parallèlement, le plafond du livret bleu sera relevé à 49 000 francs, c'est-à-dire au stade du livret A de la caisse d'épargne. Lèche Falaisa à Paris, ce matin une messe à l'église polonaise, et puis vous le voyez tout à l'heure, un meeting organisé par la CFDT à l'hippodrome de la Porte de Pantin en présence d'une assistance nombreuse avec ce coude à coude, Edmond Maire, Lèche Falaisa. L'école et l'éducation nationale connaissent une crise. C'est le ministre lui-même qui a reconnu que le doute s'installait parfois chez les enseignants, plus souvent chez les parents et plus fréquemment encore chez les enfants. D'où la nécessité par exemple d'un dialogue parents-enseignants. Alain Savary souhaite que ces derniers aient des moyens d'intervention au-delà du temps de classe et que les relations entre les deux soient constructives. Alors regardez comment ça se passe dans ce village du Loiret choisi par Lorraine Cousin. Le pique-nique au bord du lac des Nantois. Il faisait mauvais temps pour un mois de juin, avec beaucoup de vent. Un mercredi soir, à l'école de Messa, un village du Loiret, le directeur projette le film réalisé lors du dernier voyage scolaire.
Depuis 7 ans qu'il est là, c'est une tradition en début d'année. Pour lui, c'est le meilleur moyen de faire venir toutes les familles et de détendre l'atmosphère. Après, on passe aux choses sérieuses. La vie de l'école, les programmes, l'organisation des cours, les projets. Bref, une réunion qui s'impose. Puis j'estime que nous avons un rôle à jouer, l'instituteur et moi-même, parce que l'instituteur éduque l'enfant en milieu scolaire. Moi, j'élève mon enfant comme tous les parents ici, nous élevons nos enfants, et puis nous sommes co-éducateurs finalement de l'enfant. Et pour que les enfants puissent s'épanouir normalement, à l'école, il faut qu'il y ait un contact avec les parents. Et pourtant, certains parents timides n'osent pas encore aller voir l'instituteur. Certains instituteurs n'ouvrent pas encore très grand les portes de l'école. À Messa, 650 habitants, la situation est privilégiée. En ville, c'est plus souvent l'indifférence ou l'affrontement. Quelques parents ont tendance à ne s'intéresser qu'à leur propre enfant. Quelques instituteurs ont tendance à confondre interrogation légitime des parents et accusation. On n'accuse personne, on parle de nos problèmes, on fait un échange d'idées, ça fait pas du tout tribunal, moi je trouve pas. Je pense que quand il y a un problème particulier, il faut l'aborder franchement avec l'enseignant, ne pas attendre, parce que, en fin de compte, s'il y a un problème, il faut l'éliminer. Reste un sujet tabou, la pédagogie. Le niveau culturel des parents s'élevant, ils voudraient intervenir plus souvent. Réponse des instituteurs, il est normal que les parents s'informent des méthodes employées à l'école, mais nous tenons à la spécificité de notre rôle. La pédagogie, c'est un métier et pour lequel nous avons été formés. Dans la pédagogie, je crois que nous pouvons nous expliquer, mais qu'en dernier ressort, le maître reste libre d'être lui-même dans sa classe et d'organiser sa classe à sa façon. De toute façon, il serait difficile de tenir compte de la vie de chaque famille. L'évolution de la participation à l'école dépendra de la capacité des interlocuteurs à définir la frontière entre ce qui appartient en propre au maître et ce qui relève du dialogue avec les familles. Une définition qui repose sur la bonne volonté de chacun. Un dernier mot sur les affaires de l'Hexagone. Le sondage mensuel François sur la cote du président de la République et du Premier ministre. Ils se retrouvent tous les deux à égalité avec 47% d'opinion favorable. François Mitterrand perd 1 point et Pierre Mauroy 3. Mais les chiffres de mécontents restent de moitié inférieurs. L'homme du jour s'appelle Elias Canetti. C'est le 78e lauréat du prix Nobel de littérature. C'est un écrivain de langue allemande. Il a successivement vécu en Bulgarie et en Autriche. Il a fui ce pays au moment de l'annexion par l'Allemagne nazie. Et puis depuis, il vit à Londres et en Suisse, mais personne n'a pu le joindre en aucun de ses domiciles. Il est introuvable. On pense quand même que son éditeur a réussi à le joindre. Son portrait par Patrice Pelé. Monsieur, vous savez déjà appris, je suis bien sûr, ce que je dis, que l'Académie a décidé d'attribuer le prix Nobel à Elias Canetti. C'est pour, je cite, la richesse de son esprit et l'expressivité de son style qu'Elias Canetti a reçu aujourd'hui le prix Nobel de littérature. Né en Bulgarie en 1905, c'est en Autriche qu'il fait ses études et commence ses observations psychologiques dans le foisonnement de la vie viennoise de l'entre-deux-guerres. L'annexion de l'Autriche à l'Allemagne sonne pour Canetti, fuyant la menace nazie, l'exil vers l'Angleterre. Du chaos qu'engendre la guerre, il sortira son œuvre maîtresse, Die Blendung, la tour de Babel. Il relate dans cette œuvre, d'une façon presque scientifique, ses observations sur la manipulation des masses par les moyens d'une propagande moderne. Fasciné par le comportement humain, il publiera ses notes sous forme d'essais comme dans Le Témoin oculaire ou d'un journal dans Le Territoire de l'homme. La mort est un des thèmes constants d'Elias Canetti dont il dit « C'est l'instinct de survie qui est au cœur de la volonté de puissance ». Un télégramme de soutien de François Mitterrand, Marco Pannella, qui depuis le début du mois de septembre fait une grève de la faim pour attirer l'attention des pays développés face aux milliers et aux dizaines de millions d'êtres eux-mêmes que la faim et le sous-développement font agoniser. Et ce, à la veille de la journée mondiale de l'alimentation organisée demain à Rome par la FAO. François Mitterrand qui a reçu longuement aujourd'hui le chef de l'État angolais, José Eduardo dos Santos, au centre des conversations entre les deux hommes, l'accession à l'indépendance de la Namibie. Grand comme 2 fois la France, l'Angola est la dernière province d'outre-mer à s'être émancipée du Portugal il y a de cela 6 ans.
Et depuis 6 ans, l'Angola est l'exemple même de la confrontation indirecte Est-Ouest, États-Unis-URSS. L'un des moments les plus critiques de l'histoire de la jeune République angolaise s'est produit le 23 août dernier lorsque l'Afrique du Sud a lancé une opération à plus de 200 km à l'intérieur des frontières angolaises. Cette attaque sud-africaine a provoqué le déplacement de plus de 130 000 personnes. Les incursions sud-africaines en Angola justifient selon Luanda la présence dans le pays de quelques 20 000 Cubains et de 1400 conseillers soviétiques et est-allemands. L'engagement militaire soviétique en Angola est régi par un traité de coopération signé pour 20 ans en octobre 1976. Un certain nombre de ces conseillers soviétiques ont été tués par les Sud-Africains lors des dernières opérations militaires. Et Pretoria a même fourni des documents montrant, comme celui-ci, la réalité de la présence soviétique, même aux avant-postes. La présence cubaine et soviétique, les incursions sud-africaines, tout cela pour l'Angola fait un tout, et c'est son problème numéro 1 à l'heure actuelle. Et puis la guerre qui se poursuit entre les différentes factions qui s'opposent au sein du pays est la conséquence directe de la catastrophe économique qu'est en train de vivre l'Angola. Un seul chiffre, la production n'atteint que 30% de ce qu'elle était avant l'indépendance. Il existe à Luanda une tendance favorable à la coopération avec les pays non communistes, notamment pour les exploitations de gisements de pétrole. Si ces pays acceptent de faire preuve de souplesse, ils pourront participer à la mise en valeur de cette très jeune nation. Puisque nous parlions de la diplomatie française, sachez que le député UDF François Léotard a demandé la démission du ministre des Relations extérieures. Le transfert des archives des rapatriés en Espagne est sa dernière provocation, a-t-il dit. Salvador, les guerrieros du Front de Libération Nationale, le Farabundo Martí, ont fait sauter un pont stratégique sur la route panaméricaine, le Pont d'Or. Les avions AWACS envoyés par Washington sont déjà arrivés au Caire. Pour le ministre égyptien de la Défense, ils serviront à surveiller la Libye. L'agence TASS y voit le signe de préparatif d'une aventure militaire contre la Libye. Cela dit, Leonid Brejnev a quand même adressé un message de félicitations à Hosni Moubarak pour son accession à la présidence. Enfin, le secrétaire américain à la Défense à Paris, Caspar Weinberger, et ses interlocuteurs sont tombés d'accord sur la nécessité d'accroître l'effort commun de défense et de combattre les dangers du neutralisme en Europe. Conseil restreint sur l'industrie spatiale à l'Elysée tout à l'heure, sous la présidence du chef de l'État. La France est d'accord pour faire une 4e version d'Ariane à l'horizon 86. Georges Leclerc. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. 0, feu. Allumage des moteurs. Ignition first stage. Décollage. Ariane, c'est aujourd'hui une fusée. Demain, ce sera non seulement un produit commercial, mais aussi un moyen de conquérir notre indépendance, notamment en lançant des satellites de télécommunication ou de télévision. Or, ces satellites deviennent de plus en plus gros, de plus en plus puissants et donc de plus en plus lourds. Pour garder notre indépendance, pour rester compétitif vis-à-vis de la navette spatiale, eh bien, il faut aussi que Ariane grossisse et qu'Ariane devienne de plus en plus puissante. Alors, sur cette maquette d'Ariane, ici, je vais vous montrer les améliorations successives d'Ariane. D'abord, Ariane numéro 2, ce que vous avez vu décoller, c'est Ariane numéro 1. On va augmenter le 3e étage ici et rendre un peu plus puissants les moteurs, on va les gonfler. Ariane numéro 3 va être sur cette coupe dotée de petites fusées d'appoint qui se placeront à peu près à cet endroit-là. Tout ça, c'est déjà décidé. Ariane numéro 4 qu'on a décidé aujourd'hui, c'est tout ensemble, le tout en beaucoup plus puissant, notamment avec différents moteurs qu'on peut ajouter ici aussi, lancement probable vers 86. On avait à un moment pensé mettre un 5e moteur, ici en dessous si vous voulez, mais cette idée est abandonnée. Et enfin, pour vous faire rêver, mais cette fois-ci il s'agit de 1990, dans 10 ans. Ariane numéro combien? Numéro 5, si vous savez bien compter, c'est la navette française Hermès, à bord d'une fusée beaucoup plus puissante. Ici c'est beaucoup plus large, mais ceci c'est dans 10 ans. Cette navette sera récupérable, il y aura 2 astronautes français à bord qui iront voir des usines spatiales. Sport, les premiers essais du dernier Grand Prix de la saison, celui des États-Unis côte ouest, des essais officieux aujourd'hui, mais les pilotes ont découvert le tout nouveau circuit en plein Las Vegas, et c'est là que dans 2 jours, donc on saura qui est champion du monde de Reutemann, Piquet ou Laffite. Samedi, 21h heure française, c'est ici, sur les parkings d'un grand hôtel de la capitale mondiale du jeu, que tout va se jouer. Un circuit plus rapide que celui de Monaco et où la moyenne s'établira entre 160 et 170 km/h.
Jacques Lafitte sera-t-il champion du monde? Aux essais libres aujourd'hui, il n'a terminé que 23e, cela ne prouve rien, il peut mathématiquement espérer. Il n'est qu'à 6 points de l'Argentin que voici, Carlos Reutemann, deuxième temps aux essais, actuellement en tête du classement, lequel ne devance Nelson Piquet, ici c'est Alan Jones, que d'un tout petit point. Reutemann, Piquet, Lafitte, le champion du monde sera l'un d'entre eux. A priori, il est plus raisonnable de considérer que Reutemann a plus de chances que ses deux adversaires, puisqu'il lui suffit de les devancer pour être sacré. Ici, dépasser un concurrent est impossible, c'est pourquoi les positions sur la grille de départ seront déterminantes. Lafitte dont le second chez Talbot la semaine prochaine, l'année prochaine, la saison prochaine, sera l'Américain Eddie Cheever. Et c'est ce même jour que l'on a appris le décès du grand champion que fut Philippe Étancelin, qui avait 85 ans. Le quartet, voici tout d'abord la combinaison gagnante, le 7, le 14, le 8 et le 6. Un très beau rapport dans l'ordre. Vous le voyez, plus de 107 808 francs et dans le désordre, 3 950. La météo maintenant avec Laurent Broumède. Oui, beaucoup de pluie depuis quelques jours sur la France, avec même des inondations. Malheureusement, ça va pas trop s'améliorer, mais un petit peu tout de même. Ceci dit, si vous avez le choix entre le nord et le sud, vous voyez, au nord un temps frais, au sud un temps humide, alors faites votre choix. Voici la carte maintenant. Vous voyez, sur toutes les régions au nord de la Loire, un peu plus de soleil, des éclaircies, mais également des passages nuageux et encore quelques risques d'averses, principalement près des frontières du nord et du nord-est. Et puis sur toute une moitié sud, d'abord le matin, une grande bande de temps couvert avec des pluies intermittentes. Ces pluies se localiseront dans la journée plutôt du côté des Alpes, là-bas le nord des Alpes et les Vosges, et puis également du côté du sud-ouest, où là les pluies se renforceront dans la journée avec l'arrivée de nouvelles pluies. Enfin, il y a quand même des vénards, ce sont ceux qui sont du côté des côtes de la Méditerranée, ici où il y aura tout de même de belles éclaircies et du soleil, et puis donc des températures plus douces, températures que nous allons voir maintenant. Vous allez voir des grandes différences, très fraîches le matin dans tout le nord du pays, 5-6 degrés, 12 l'après-midi, enfin pas très très chaud, beaucoup plus douce dans le sud, de 14 à 20 degrés. Enfin, pendant que vous regardez l'agenda, un petit mot du temps de samedi, ce sera la même tendance, frais au nord, humide au sud, et puis on peut garder l'espoir et se dire, Patrick, que nous aurons un dimanche meilleur. Voilà, il faut que je vous dise aussi qu'on a trouvé aujourd'hui au Vatican, lors de l'audience générale accordée par le pape, plus de 400 couteaux dans les poches des pèlerins, ceci à l'aide d'un détecteur métallique. Évidemment, il y avait beaucoup de scouts, mais ça n'explique pas tout. Il paraît que ça allait du simple canif au cran d'arrêt. On a confisqué aux différentes personnes qui venaient, puis on leur a rendu après. Voilà, le dernier journal vous sera présenté par Hervé Claude vers 23h30, et puis demain, Antenne de Midi aura pour invité Rostropovitch. Un rappel des titres de notre édition de 20h. Tout d'abord, pour lutter contre le chômage, le Premier ministre propose la formule des contrats de solidarité. Edmond Maire trouve que le gouvernement ne va pas assez vite, mais Pierre Mauroy ne dramatise pas. Enfin, dissension à la CGT, 2 communistes quittent le bureau confédéral, la plus haute instance. Bonsoir à tous, à demain 20h.